Et je passe donc tout de suite la parole au dernier orateur de cette première table ronde, donc Philippe Batifoulier. Et après, donc, vous aurez du temps pour poser des questions ou faire des commentaires. Bien, merci. Alors merci. On a vu le tableau du système de santé français n'est pas très réjouissant. Il y a des renoncements notamment. Et aujourd'hui, de plus en plus, la maladie, c'est pas seulement une épreuve physique ou morale, c'est aussi une épreuve financière. Et c'est quelque chose d'assez bizarre à comprendre, puisqu'on a toujours coutume à penser que le système de santé français est le meilleur du monde, que tout le monde nous l'envie. Et finalement, on constate qu'en France, on a des problèmes qui sont parfois bien supérieurs à ceux de nos voisins. Alors la maladie, une épreuve financière, c'est justement ce qu'on a toujours voulu éviter. Historiquement, le système de protection sociale, la Sécu, comme on dit en France, c'est né d'un compromis historique entre ce qu'il y avait avant et ce qu'on voulait faire. Ce qu'il y avait avant, c'était les mutuelles, essentiellement. Et puis, on a toujours voulu protéger au maximum les individus. Et comme il y avait déjà une part privée qui était mutualiste, on a créé une sorte de système particulier. Donc en France, on parle d'assurance privée en termes d'assurance complémentaire, c'est-à-dire que la part privée va compléter le remboursement de la Sécu. Quand on va chez le médecin, on paye 23 €. 23 €, il n'y a toujours que 70% de la Sécu. Il y a donc une assurance privée qui est absolument indispensable en France, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Et donc l'assurance privée participe à la mission de solidarité. Mais cette part privée a toujours voulu, en tout cas dans l'imaginaire des réformateurs sociaux, notamment Pierre Laroque qui passe pour l'inventeur de la sécurité sociale, il fallait toujours la réduire au maximum. Alors on se doute bien, il ne faut pas fantasmer le passé, que tout ça n'a pas été un long fleuve tranquille. On a réussi à faire des choses péniblement, très péniblement, et en 1980, on a abouti à ce chiffre merveilleux de 80% de dépenses publiques sur le total des dépenses de santé. Et puis, à partir des années 80, c'est la grande bifurcation, le grand changement, le grand retournement. Donc, on baisse cette part publique qui s'établit aujourd'hui à 75%. En moyenne, c'est la part Sécu, et ce qui est faible, parce que, vous voyez, en France, on a toujours considéré qu'on dépensait très peu d'argent public pour la santé par rapport aux autres pays. Et ailleurs, on dépense beaucoup plus d'argent public, et on le voit au Royaume-Uni, tout pays anglo-saxon qu'est le Royaume-Uni. Ils dépensent beaucoup plus en argent public, les Pays-Bas, le Danemark, le Japon aussi, ils dépensent plus que la France. Et alors il y a d'autres pays qui dépensent moins, comme les États-Unis, c'est 50%. Mais grosso modo, en Europe, la France dépense peu d'argent public. Mais ce chiffre de 75%, c'est évidemment une moyenne qui camoufle de très nombreuses inégalités. Et on sait qu'aujourd'hui, pour les soins courants, c'est-à-dire les soins qui sont hors hôpital et hors affection de longue durée, la part Sécu est de 55%. Et on s'achemine lentement, mais sûrement, vers le modèle des soins dentaires, où on prend en charge sur les soins courants, les soins les plus fréquents pour la plupart d'entre nous, de l'ordre de 33%. Et donc il y a, de fait, puisqu'on ne rembourse pas bien, il y a des restes à charge qui sont extrêmement élevés, et là vous avez les chiffres du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, et on voit que ces restes à charge sont élevés pour beaucoup de patients, particulièrement pour les soins de ville, le premier recours, et du fait aussi des dépassements d'honoraires. Alors, cette situation, elle résulte d'une représentation totalement différente de ce qu'on appelle la couverture santé, la prise en charge des soins de santé, l'assurance, qui a toujours été considérée à l'origine comme une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Quand on a découvert, par exemple, les antibiotiques, les médicaments qui ont lutté contre la tuberculose, la pénicilline et tout ça, eh bien, il a fallu que les gens puissent les acquérir, s'en servir. Et ce qui a permis la victoire sur la mort, c'est l'assurance sociale. L'assurance sociale, c'est une grande victoire sur la mort. Sinon, les gens ne peuvent pas s'en saisir. Et ce n'est pas uniquement une victoire sur la mort, c'est aussi, ça permet aussi de mieux vivre le présent, puisqu'en étant bien couvert pour ces soins, on n'améliore pas uniquement l'état de santé, on peut maîtriser sa vie, faire des projets d'avenir. Enfin, le soin va au-delà de l'état de santé. Le soin de santé va au-delà de l'état de santé. Et puis on a développé une autre idée de la couverture santé qui est devenue tout à coup une mauvaise nouvelle, puisque finalement on a jugé que être bien assuré, ça active le gaspillage, avec cette idée que si des gens sont bien assurés, ils peuvent se laisser aller à des dépenses qui sont superflues, qui ne sont pas utiles pour la santé.
Et tout ce qu'on met dans la catégorie de gaspillage, on ne sait pas trop ce que veut dire gaspillage, mais si c'est du gaspillage, c'est que ça ne doit pas être très bien. Et donc, on a suspecté l'assurance maladie d'être la source de ces gaspillages. Et on voit bien le schéma politique qu'il y a derrière. Si l'assurance est un problème, la désassurance est la solution. Et cette désassurance se traduit par une privatisation du financement du soin, c'est-à-dire on passe de ce qui était public devient privé, sous forme de choses qu'on connaît tous, des tickets modérateurs, des forfaits, le droit de timbre, vous voyez, ce genre de choses. Et puis, en France, cette privatisation, ce n'est pas forcément le cas ailleurs, mais en France, cette privatisation, elle est médiatisée très largement par le report vers l'assurance privée, l'assurance complémentaire. Et donc, on a un phénomène qui fabrique des inégalités. Le monde de la santé, aujourd'hui, il fabrique les inégalités plus qu'il ne lutte contre ces inégalités, puisque quand on dérembourse au sens large, quand on met moins d'assurance, ça ne touche que les malades. Ceux qui ne vont jamais voir le médecin ne sont pas du tout touchés par ça. Or, les malades, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas au hasard. Les malades, on sait, du fait des pathologies, ce sont plutôt les plus pauvres, ce qu'on appelle les inégalités sociales de santé, qui sont maintenant très très bien documentées, avec cette idée qui est derrière le vocable de gradient social, c'est que plus on s'élève dans l'échelle sociale, plus on est épargné des pépins de santé. Et donc, ces stratégies-là touchent de fait les plus pauvres, et les plus pauvres sont aussi les moins bien couverts. Sont aussi les moins bien couverts par l'assurance santé, parce qu'ils ont une plus grande difficulté à accéder à une assurance privée, ça leur coûte trop cher, on l'a dit, et donc on a en quelque sorte une loi de l'accès aux soins inversée. Plus on a besoin de soins, plus on a les plus grandes difficultés à y accéder. Et de fait, on comprend très bien que dans ce contexte-là, qui est totalement général, les personnes les plus fragiles, les plus précaires sont en première ligne, elles sont envoyées directement au front, puisqu'on touche d'abord les malades. Alors, les stratégies qui consistent à transférer massivement, surtout pour les soins courants, je l'ai dit, de la dépense publique vers l'assurance complémentaire, sont des stratégies foncièrement inégalitaires. Le moindre euro transféré vers l'assurance complémentaire est un euro d'inégalité, parce qu'il y a des gens qui n'en ont pas, déjà, et puis parce qu'on n'a pas tous la même. Et ceux qui ont les complémentaires les plus couvrantes, ce sont les moins malades. Ceux qui ont les moins couvrantes, ce sont les plus malades. Donc, de fait, ce système fabrique des inégalités où les inégalités d'état de santé se cumulent avec les inégalités d'accès aux soins. Voilà. Alors pourquoi ça ? On le sait bien, parce qu'on met en avant le fait qu'il y a des problèmes de coût avant le bien-être. Le fait que la santé coûte cher, ça a toujours été le cas. C'est une évidence. Et d'ailleurs, ça coûtait bien plus cher au moment de l'avènement de la sécurité sociale, dans les années 45-50, qu'aujourd'hui. Parce que la santé, et du fait qu'on a permis aux gens d'accéder aux antibiotiques, ils s'en sont saisis. Et de fait, ça fait exploser les coûts dans les années 45, à tel point qu'il y avait exactement les mêmes débats qu'aujourd'hui, il y a de l'abus, il y a ceci, il y a cela. Mais sauf qu'à cette époque-là, le pays est totalement ruiné par la guerre. Là, on n'a pas de sous, et on choisit quand même de dépenser pour la santé. Et c'est dans une période de plus grande prospérité économique qu'on fait exactement l'inverse. On décide de faire passer le coût avant le bien-être. Alors, cette idée aujourd'hui qu'on va problématiser la protection sociale en termes de coût est maintenant bien ancrée dans les esprits, à tel point que les gens traduisent systématiquement sécurité sociale par le fameux trou de la Sécu. Et on comprend aussi bien que la santé, c'est bon pour la privatisation de la santé, c'est aussi bon pour les affaires. Surtout dans le contexte actuel, où le capitalisme est à la recherche de nouveaux débouchés et qu'il y a beaucoup plus de grains à moudre dans la santé que dans la sidérurgie ou dans le textile. Et donc c'est un marché extrêmement prometteur, la santé, en tout cas si elle est privée. Et puis on explique aussi ce phénomène parce qu'il y a une hausse de la tolérance aux inégalités sociales, en tout cas à certaines inégalités sociales. Mais donc toutes ces explications se tiennent, et je vais plus insister là sur l'idée que, en fait, on accepte des inégalités, on fait payer les gens parce que ça leur permet d'être davantage responsables. Donc il y a quelque chose de vertueux dans cette idée-là. Ça serait un mal nécessaire, d'ailleurs à tel point nécessaire qu'on en oublie le mal. Et donc on va organiser le renoncement aux soins. Il ne faut pas le combattre, il faut l'organiser. C'est exactement la stratégie qui est faite aujourd'hui.
avec cette idée que si on fait payer le patient, c'est des systèmes d'incitation financière, des malus, qui visent à supprimer une dépense qui relèverait du gaspillage, qui serait inutile. Donc c'est fait pour consommer moins. Donc on veut que les gens renoncent aux soins, on veut qu'ils arrêtent d'aller consulter si ce n'est pas nécessaire, qu'ils arrêtent de consommer du médicament. On organise donc le renoncement aux soins, et on l'organise pour raisons financières, en mettant des barrières financières à l'entrée du système de soins. Et donc on va considérer que l'assurance sociale est désormais une source de gaspillage. Et donc l'argument de légitimité, c'est cette croyance que les déremboursements, finalement, ce sont sans effet sur la santé. C'est comme s'il y a le bon et le mauvais cholestérol. Là, il y a la bonne et la mauvaise assurance. Et que si je fais des tickets modérateurs ou des déremboursements, les gens ne vont que supprimer ce qui est futile ou ce qui est inutile. C'est ça la croyance de ce type d'approche. Et ça, c'est totalement faux. Faire payer le patient nuit gravement à sa santé. Alors, il y a une multitude d'études qui montrent ça, internationales. Une multitude d'études qui montrent ça. On sait que le renoncement aux soins n'épargne pas que les soins inessentiels, il épargne aussi les soins essentiels, il entraîne une hausse des événements dits indésirables, donc le recours aux urgences. On voit très bien que quand on met des barrières financières à l'entrée du médecin de première ligne, les gens vont aux urgences à l'hôpital, c'est quelque chose qui est assez connu. Donc les hospitalisations en soins de longue durée augmentent, et puis comme événement indésirable, il y a évidemment le décès. On observe aussi, ça c'est une étude française qui l'a montré, qu'il y a une détérioration de l'état de santé 4 ans après, c'est-à-dire qu'on peut avoir une logique très court-termiste, mais on aggrave les pathologies plus tard. Il y a des reports de consommation quand on met des franchises notamment, ou des forfaits, des reports de consommation sur des médicaments mieux pris en charge, mais qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Donc on a montré ça, par exemple, sur l'exemple des mucolytiques. Et puis il y a la fameuse expérience que vous connaissez sans doute du droit de timbre, pour les bénéficiaires de l'AME, où, et d'ailleurs tout le monde le reconnaît, c'est dans un rapport du Sénat, la Sécurité sociale l'a dit, tout ça, outre du fait que, évidemment, ça pose des problèmes de santé publique, ça a aggravé les pathologies, et donc avec un phénomène de report vers des soins hospitaliers. Et donc ça a augmenté le coût moyen de la prise en charge d'un bénéficiaire de l'AME, ce qui permet de dire après que l'AME coûte cher. Alors, cette stratégie est très coûteuse. Et c'est en ce sens-là qu'on peut la qualifier d'absurde. Parce que le but, c'est de diminuer les dépenses. Mais là, ça augmente les dépenses. Donc, c'est une stratégie coûteuse. La stratégie des 3 R, la renoncement, retard et report de soins, elle est foncièrement coûteuse, puisque la dépense que l'on veut supprimer au départ, elle est reportée, mais elle est aussi majorée. Ce n'est pas la même dépense. Elle est donc majorée. Ça augmente le coût global des soins, donc il y a des études qui ont montré ça. On voit une étude américaine, par exemple, qui a montré que si on renonce au ticket modérateur sur les médicaments anti-cholestérol, on pouvait économiser des dépenses, plutôt que l'inverse. Il y a aussi cette idée que quand on privatise le système, quand on transfère de la dépense publique vers la dépense privée, on va faire des économies. En fait, la dépense privée est toujours plus élevée en matière de santé que la dépense publique qu'elle remplace. Le privé coûte plus cher. D'ailleurs, les gens en font l'expérience quotidienne. Quand on a des lunettes, par exemple, le fait qu'il y ait un désengagement de la Sécu, ça fait exploser les prix. Exploser les prix. Ça coûte plus cher, le privé. L'optique, etc., le dentaire. Donc, sans compter les subventions, donc de l'argent public sous forme d'exonération de cotisations sociales pour financer les contrats d'assurance d'entreprise. Et donc tout ça, ça coûte une fortune. Donc la dépense privée est très coûteuse. Et puis, on en a parlé à l'instant, vous voyez, il y a des stratégies correctrices pour éviter tout ça. Parce que tout ça est inégalitaire, et puis c'est pas... Enfin, il ne faut pas trop que ça se voit qu'on empêche ceux qui ont besoin de soins d'aller chez le médecin. Et donc on va faire des correctifs du type CMU-C, en disant si on protège les plus pauvres, alors on peut y aller encore plus pour les autres. Et d'ailleurs on constate, c'est juste une corrélation, que dans les années 2000 on crée la CMU-C en France, mais c'est en 2004 qu'on fait exploser les déremboursements. Parce que c'est plus légitime si on protège les... Après on s'aperçoit que finalement il y a des gens qui sont juste au-dessus du seuil CMU-C, qui ont aussi des problèmes de santé, le système est d'une grande cruauté pour eux, puisqu'ils doivent payer des déremboursements, des franchises, des forfaits qui augmentent. Et donc on crée l'aide à la complémentaire santé. Donc on va mettre CMU-C plus 15%, plus 20%, plus 35%. Il y a toujours un seuil au seuil.
Il y a toujours un seuil au seuil. Donc il n'y a aucune raison de s'arrêter à un moment donné. Et donc ces systèmes-là, ils consistent à dépenser de l'argent public pour baisser les dépenses publiques. Et donc, ils ont des effets pervers, ils sont insuffisants, et ça a été très très bien dit, pour les bénéficiaires, puisqu'ils laissent subsister des restes à charge extrêmement importants, il y a de la stigmatisation, il y a du non-recours massif aux soins, donc il y a des problèmes qui se posent là, il y a du refus de soins, il y a ce genre de choses. Donc ils sont insuffisants pour les bénéficiaires, mais ils sont aussi insupportables pour les autres. C'est-à-dire que là, on fabrique en fait, on fabrique de la segmentation des patients, des différences entre les gens. Il y a des gens qui gagnent 1 000 € par mois, c'est pas beaucoup, mais eux, ils ont le droit à rien. Ils ont le droit à rien, donc eux, ils ne comprennent pas pourquoi eux, ils ont le droit à rien. Et donc, à force de fabriquer des couches de population qui vont être distinguées par les pouvoirs publics, avec des droits difficiles d'accès, mais des droits totalement différents, alors que la santé, au départ, elle était faite pour fabriquer du lien social, aujourd'hui, le système de santé, il délite le lien social. Et la segmentation des patients, le fait que les gens n'ont pas tous les mêmes droits, peut entraîner des phénomènes de sécession sociale où les gens considèrent qu'ils ne voient pas pourquoi ils paieraient pour un système dont ils ne profitent plus. Donc ça, c'est un risque extrêmement grave. Et pour conclure, vous voyez, je reviens sur le titre de ma communication. Est-ce une stratégie absurde parce qu'elle crée des inégalités qu'elle prétend combattre et elle augmente les dépenses qu'elle prétend baisser. Mais est-ce que c'est si absurde que ça? C'est absurde uniquement par rapport à l'objectif que l'on s'est fixé. Vous voyez, si la volonté est de créer une sorte de développement de la dépense privée qui conditionne la dépense publique, alors la stratégie n'est pas absurde. On assiste à l'heure actuelle à une stratégie de segmentation des patients, de segmentation des risques, avec cette idée que finalement le patient modèle, celui qui n'a besoin que de soins courants, quelques hospitalisations ici ou là, lui, il peut être très très bien pris en charge par l'assurance privée. Mais par contre, il y a des gens qui sont de très mauvais clients pour l'assurance privée. Ceux qui ont des maladies longues et coûteuses, ceux qui sont dans la précarité, ceux-là, ils doivent être pris en charge par l'assurance publique. Et en fait, à chaque fois qu'on augmente l'assurance privée, on augmente aussi l'assurance publique. Et c'est pour ça qu'on constate que l'assurance publique ne diminue pas quand on privatise. Elle augmente, puisque finalement, il y a une sorte de partage des risques qui fait qu'on va augmenter les deux types de dépenses en même temps. Mais ce n'est pas les mêmes types de dépenses. Il y a une dépense qui est rentable et une dépense qui l'est moins. Et donc, quand il s'agit de privatiser des profits, il vaut mieux de la dépense privée, mais de socialiser les dettes, il vaut mieux de la dépense publique. Voilà, je vous remercie. Merci.